Bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui. Donc, je pense qu'on peut commencer vu qu'il est 30. Les retardataires nous rejoindront. Bon, du coup, déjà, merci à Alison Michich de bien vouloir organiser cette conférence. Donc, c'est la psychologue d'Adèle, donc du coup, et on y a proposé de faire cette conférence au sujet de la gestion de la fratrie pour nos enfants, du coup, et pour les enfants porteurs de handicap de manière plus générale. Et elle a de suite accepté, donc merci à elle et merci à tous d'être là. Je vous laisse la parole, du coup, Alison. Oui. Bonjour de m'accueillir pour cette discussion autour de ce sujet. Ce que je vous propose, c'est que j'ai préparé une petite présentation que je vais mettre en partage d'écran. Elle n'est pas très très longue. Le but, c'est que j'aborde les différents points et ensuite qu'on puisse partager, échanger, partager des témoignages, poser des questions, que ce soit un peu plus interactif dans une seconde partie. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde le voit? Je pense que c'est bon. Super. Oui, oui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la fratrie d'un enfant porteur de handicap, comment les accompagner. Déjà, je vais commencer par faire une petite introduction sur quel est l'effet psychologique d'avoir des frères et sœurs dans une situation typique. Ensuite, l'effet du handicap d'un frère ou d'une sœur sur cette fratrie. Ensuite, je vais faire un point sur l'annonce du diagnostic, comment les accompagner ensuite, tout le reste de la prise en soin finalement tout au long de leur vie. Alors, le rôle de la fratrie, il y a toute une spécialité en psychologie qu'on appelle la systémie, dont l'intérêt est d'étudier toutes les interactions au sein d'une famille. Donc, c'est tout un pan de psychologie qui est vraiment spécialisé dans la famille ou dans le groupe aussi. Et ce que l'on a pu constater dans ces études-là, c'est que la fratrie, c'est le premier terrain d'expérimentation dans les expériences affectives, cognitives et sociales. C'est là où on va tout apprendre finalement sur comment on va créer notre identité, donc c'est-à-dire qui je suis avec les autres, qui je suis par exemple en tant que petite fille, en tant que femme un peu plus tard, ou en tant que petit garçon, en tant qu'homme un peu plus tard. Finalement, ça permet d'avant l'arrivée à l'école ou à la crèche où je suis dans un groupe avec d'autres enfants, de commencer un peu plus tôt ces expériences-là. On dira même que c'est le prototype du lien social. Donc c'est un terrain d'expérimentation. J'ai un autre être humain en face de moi qui est un peu plus grand ou un peu plus jeune que moi et je vais pouvoir expérimenter ce que c'est de rire avec quelqu'un, ce que c'est de se disputer. Et je vais commencer à créer mes schémas. Mes schémas de, là j'ai dit quelque chose, on s'est disputé, comment je peux aller faire pour me faire pardonner, ou au contraire, là je suis énervée, comment l'autre va faire pour se faire pardonner. Et c'est donc dans ces liens frères-sœurs qu'on va commencer à apprendre toutes les règles finalement sociales, qu'elles soient positives ou négatives, comment je fais pour gérer une dispute, comment je fais pour aller vers l'autre, comment je fais pour faire des demandes. Et c'est grâce à ce lien frère-sœur qu'on va apprendre tout ça. Et donc, la fratrie, comme le montrent d'énormément d'études, ça permet d'avoir une adaptation à la vie sociale qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Ça, ce rôle de la fratrie, on le retrouve que ce soit dans des familles avec des enfants qui ne sont pas porteurs de handicap, comme avec des enfants qui sont porteurs de handicap. Le handicap, quand il arrive dans la famille, ça constitue un facteur de stress, c'est-à-dire que ça perturbe les interactions parce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire si on a déjà des enfants et si on n'en a pas, parce qu'effectivement, ça change le quotidien. On a besoin de suivis médicaux, de suivis de paramédicaux aussi, donc par exemple avec un suivi psychologique, un suivi psychomoteur, des orthophonistes, des kinés. Et en fait, tout ça à gérer, il y a quand même un facteur de stress qui est dans la famille et qui touche l'ensemble de la famille, mais également les frères et sœurs. Sauf qu'il y a très très peu de recherches sur le sujet en psychologie avant les années 80, en sachant que dans les années 70 à 90,
toutes les recherches ne faisaient que montrer des effets négatifs en disant que la fratrie des enfants porteurs de handicap n'avait que des effets négatifs d'avoir eu un frère ou une sœur dans cette situation. Ce n'est pas parce qu'il n'y a que des effets négatifs à avoir ce frère ou cette sœur-là, mais c'est surtout que c'était la vision dans cette période-là que l'on avait du handicap. Et d'ailleurs, à partir des années 90, où on a commencé avec une vision un peu plus positive de ces individus-là, de ces enfants-là et de ces adultes-là, qu'on a commencé à avoir des effets positifs. D'ailleurs, les fratries qui ont eu un frère ou une sœur porteur de handicap ont finalement réussi à tirer profit, je dirais, de cette situation. Les effets négatifs qui sont ressortis dans ces études, souvent, c'était l'échec scolaire. Donc, avant les années 90, on pensait, oui, les enfants qui ont un frère ou une sœur qui sont porteurs de handicap, quand ils sont à la maison, ils n'ont pas le temps de travailler. Ils n'ont pas le temps de travailler, quand ils sont à l'école, ils sont fatigués, donc il va y avoir de l'échec scolaire. On disait aussi qu'ils étaient beaucoup plus agressifs et irritables, qu'il y avait un retrait social et une pauvreté des relations sociales. La pauvreté des relations sociales, dans ces études, elle s'explique aussi beaucoup parce que dans les années 70 à 90, on avait beaucoup moins de moyens, beaucoup moins finalement d'adaptation de la société, ce qui faisait que les parents étaient obligés d'investir beaucoup de temps et d'argent et de tout ce que vous voulez dans la prise en soin de leur enfant qui était porteur de handicap, ce qui faisait que les autres enfants avaient beaucoup moins de temps pour aller voir leurs copains, beaucoup moins de temps pour aller avec la famille, et donc on avait remarqué une pauvreté des relations sociales. On avait aussi remarqué beaucoup plus de troubles anxieux et de dépression chez ces enfants-là, et une frustration. Les enfants se plaignaient d'avoir trop de demandes ou que c'était en décalage avec leurs âges. Donc ça, c'était les résultats des études avant les années 70, avant les années 90, pardon, excusez-moi, où on s'était vraiment concentré sur les effets négatifs. Finalement, comme je vous ai dit, à partir des années 90, on s'est rendu compte qu'il y avait également des effets positifs. C'est-à-dire que les enfants qui avaient un frère ou une sœur qui était porteur de handicap avaient un sens de la responsabilité qui était beaucoup plus important. Donc des enfants qui savaient faire la part des choses et qui donc développaient cette maturité-là plutôt que les autres. C'était également des enfants qui avaient une plus grande ouverture sur le monde et une plus grande ouverture d'esprit, une plus grande tolérance également. C'était également donc plus de tolérance, plus d'altruisme. Et d'ailleurs, ça se retrouvait également avec plus de comportements affectueux, que ce soit envers leurs proches, mais également envers des personnes en dehors du cercle familial. Et d'ailleurs, excusez-moi, ça bug. On a remarqué que ça a influencé également le choix professionnel de ces fratries. Les enfants qui ont un frère ou une sœur qui est porteur de handicap ont tendance à se tourner vers des professions qui sont dans la santé, dans le social, dans l'aide, probablement parce que ça a développé plus de tolérance et d'altruisme, donc ils les dirigent vers ces professions-là. Ce n'est pas le cas de tous les enfants, bien sûr, ils ont le droit de faire autre chose, mais dans les statistiques qui sont sorties, c'était le cas. Et c'est surtout sorti que ces enfants-là avaient de meilleures stratégies d'adaptation, que ce soit d'un point de vue cognitif ou dans la vie en général. Pour l'annonce du diagnostic, il est important de faire un point dessus parce que beaucoup de parents se posent les questions souvent dans ce cas-là. Est-ce qu'on annonce le diagnostic? Si oui, comment on le fait? Comment on l'adapte en fonction de l'âge des enfants? Si c'est des grands frères, des petites sœurs ou l'inverse? Ce qui est important de savoir, c'est que la fratrie doit être informée. On ne doit pas cacher le diagnostic, on ne doit pas cacher quoi que ce soit, mais il est important que tous les frères et sœurs soient informés en même temps, à condition bien sûr qu'ils soient tous nés à ce moment-là. Sinon, on devra le faire un peu plus tard pour ceux qui ont quelques mois. Mais en tout cas, c'est important que toute la fratrie soit informée en même temps. Pour, dans un premier temps, ne pas mettre l'enfant qui est au courant dans une situation où il doit garder un secret, et pour que ceux qui ne soient pas au courant se sentent mis à l'écart. Donc, je vous conseillerais en tout cas lors de cette réunion ou rendez-vous, peu importe le professionnel qui vous accompagne, de faire en sorte que toute la famille soit présente au même moment. Pour l'annonce du diagnostic, il faut que les mots choisis soient accessibles et adaptés pour que les enfants puissent retenir l'information, mais surtout la comprendre. Donc, dire les mots scientifiques s'il y a un nom particulier dans le diagnostic, mais essayer de l'adapter, de donner des exemples concrets et familiaux. Par exemple, si je devais prendre un exemple avec l'aphasie,
par exemple, en disant cet enfant souffre d'aphasie, on va dire, il aura des difficultés pour parler. Tu vois, quand il essaie de dire quelque chose, il a du mal. On peut utiliser le terme médical, mais toujours en expliquant, en donnant un exemple d'une situation où l'enfant a des difficultés, par exemple, pour que son frère ou sa sœur puisse comprendre de quoi on parle. Parfois, il est plus difficile pour un enfant d'avoir une explication avec des mots qu'il ne comprend pas que pas d'explication du tout. Donc vraiment, toujours faire attention à ce qu'on soit accessible, adapté, avec des exemples. Il n'est pas nécessaire de tout dire. Quand je dis tout dire, c'est-à-dire de rentrer dans les détails scientifiques, dans les détails génétiques, de rentrer dans des informations que de toute façon, même nous, parfois, on a du mal à comprendre. Mais il faut éviter les généralisations qui sont abusives non plus. Alors, je sais que c'est une balance qui est très difficile à trouver. En général, vous serez accompagné, bien sûr, de professionnels dans ce cadre-là. Mais voilà, faire attention à ne pas faire de généralisation où, en fait, on n'aurait rien dit de particulier, mais ne pas rentrer dans des détails qui les perdraient plus qu'autre chose. Ce qu'on recommande aussi, c'est que l'annonce se fasse avec les parents, accompagnés d'un professionnel, en plusieurs fois. Ce que j'entends par en plusieurs fois, c'est que finalement, quand ces enfants vont grandir, ils vont avoir de nouvelles questions au fur et à mesure. D'autant plus que selon les pathologies, selon le handicap, les difficultés ne vont pas forcément être les mêmes dans l'évolution. Donc, en plusieurs fois, on peut prévoir plusieurs rendez-vous d'abord rapprochés pour que l'enfant puisse avoir le temps de réfléchir à ce qui a été dit, puis plusieurs fois dans les âges s'il y a des questions qui apparaissent au fur et à mesure. En tout cas, c'est important que les parents puissent être là à l'annonce du diagnostic, accompagnés d'un professionnel. Le professionnel, il faudra bien choisir parce que ce ne sera pas forcément le médecin qui sera le plus adapté, peut-être pour apporter des explications plus précises. En tout cas, il faut que le professionnel soit reconnu par les enfants comme expert et compétent. Il faut que les enfants aient l'impression de pouvoir lui faire confiance dans l'information qu'il va donner. Il faut aussi que ce soit un professionnel qui soit empathique et qui soit capable de s'adapter à un niveau de compréhension de la fratrie. Si vous êtes avec un professionnel de santé qui vous parle déjà vous, en tant que parent, avec des mots qui sont trop compliqués, qui ne fait pas l'effort de vulgariser finalement son discours pour qu'il soit déjà compréhensible aux parents, dites-vous bien que pour les enfants, ça va être encore plus compliqué. Donc, essayez de trouver, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais en tout cas, l'idéal, ce serait d'avoir un professionnel qui s'adapte au niveau de compréhension de la fratrie. J'ai envie de même dire à chaque tranche de la fratrie, parce que vous pouvez avoir parfois des fratries avec des adolescents, des enfants en bas âge, donc de s'adapter à chacun et surtout avec un fort pouvoir d'empathie à ce moment-là. Et pour le lieu, il faudrait que ce soit bien sûr dans un bureau isolé. On évite dans les couloirs d'un hôpital, par exemple, voilà, un lieu isolé où ils puissent vraiment poser toutes leurs questions en leur expliquant bien sûr qu'il n'y a pas de questions bêtes, que toutes les questions sont les bienvenues. Lors de l'annonce de ce diagnostic, il n'y aura pas forcément que des réactions qui sont positives, entre guillemets. Il ne va pas forcément y avoir une acceptation. Il y aura souvent du rejet au départ. Et puis parfois, il n'y aura aussi aucune réaction. J'ai envie de dire, peu importe la réaction émotionnelle, il faut réussir à l'accepter et à l'accueillir. Parce que c'est toujours choquant, surprenant, surtout quand finalement, toute la famille doit l'apprendre en même temps. C'est un travail à faire. C'est loin d'être facile d'accepter le rejet de ce diagnostic de la part de ces enfants. C'est plus facile d'accepter leur acceptation. Pour autant, c'est important de leur laisser la place d'avoir leur émotion, c'est-à-dire leur difficulté d'accepter, leur absence d'émotion, ou bien, si c'est l'acceptation, on l'accepte également. Ça va être important de donner à cette fratrie un espace et un temps d'expression. Ça peut être auprès juste du groupe familial, si ça leur suffit, ou bien avec des professionnels. Professionnels, ça peut être psychologue, ça peut être aussi la psychomotricienne, par exemple, s'ils se sentent à l'aise, ça peut être un éducateur, ça peut être à l'école, une personne de confiance. En tout cas, c'est important qu'ils aient cet espace et ce temps de parole où ils puissent exprimer ce qu'ils ressentent de manière libre et de manière spontanée. C'est pas obligé que ce soit forcément un suivi sur du long terme avec 2 rendez-vous par semaine pendant 20 ans, mais en tout cas qu'ils sachent que c'est possible. Par exemple, ce que je recommande en général, c'est s'il y a un psychologue qui est connu dans la famille, de savoir que s'il a besoin, on peut prendre rendez-vous chez ce psychologue pour pouvoir parler. Ou de savoir si, par exemple, qu'un membre de la famille est disponible si besoin pour discuter également. En fait, il faut que cet espace de parole soit disponible pour eux,
mais pas obligatoire. Ils ont le droit aussi de ne pas vouloir en parler. Donc, on leur met à disposition, on ne les oblige pas à le faire. En tout cas, pour ce diagnostic, ce qui est important, c'est de ne pas chercher à les protéger d'une souffrance en ne leur annonçant pas. Parce que finalement, la souffrance qui en sortira plus tard ne sera que plus grande. On ne les protège pas à leur cacher ces diagnostics. Alors, quelques petites fautes à éviter. La première, une faute, ça serait de ne pas annoncer le diagnostic et de dissimuler la situation. L'annonce du diagnostic est très violente. Si on ne l'annonce pas et qu'on le dissimule, l'enfant peut se sentir trahi, peut se sentir avoir été mis à l'écart et peut aussi se sentir comme impuissant. Finalement, je n'ai rien pu faire, on m'a mis à l'écart, pourquoi on me rejette? Et aussi un peu, si vous voulez, comme un sentiment de non-confiance. On ne me faisait pas assez confiance pour me l'avoir dit. Et il peut aussi y avoir, selon ce qui s'est passé, bien sûr, entre les frères et sœurs et le moment où ils l'apprennent, un sentiment de culpabilité. Par exemple, si j'avais su qu'il était en situation de handicap, je n'aurais pas fait ci, je n'aurais pas fait ça, ou j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Donc, on peut éviter ce genre de situation. Ensuite, ce qu'il faut ne pas faire, c'est lié par une personne étrangère, donc c'est-à-dire quelqu'un qui ne le connaît pas et qui n'est pas un professionnel reconnu comme compétent par lui, ou en tout cas par une personne désinformée. Il faut que le diagnostic puisse être fait par quelqu'un qui aura des réponses aux questions que l'enfant va poser. On ne peut pas forcément avoir toutes les réponses d'un coup, mais il faut qu'on puisse y répondre. L'enfant aura forcément beaucoup de questions, et pas forcément les mêmes questions que nous, adultes. Ça pourra être, par exemple, mais est-ce que finalement, mon frère, il va pouvoir se marier? Ou ça pourra être, mais par exemple, est-ce qu'on pourra jouer au foot ensemble? Ça peut être des questions de plein de types comme ça. Et c'est vrai que ça va être important que la personne qui fait le diagnostic soit suffisamment informée pour répondre à la majorité des questions de ses enfants. Une autre erreur, ce serait d'annoncer le diagnostic longtemps après, et finalement pour les mêmes raisons que lorsque l'on n'annonce pas. Il ne faut pas que le diagnostic soit annoncé de manière hâtive, pressée ou superficielle. Donc ça, c'est ce que je vous disais quand je vous parlais de l'annonce d'un diagnostic au détour d'un couloir par un professionnel qui le dit rapidement sans qu'on puisse poser ces questions. Les enfants ont tout autant ou presque plus parfois de questions que les adultes et c'est important qu'ils aient vraiment ce temps où ils peuvent les poser en leur rappelant qu'il n'y a pas de questions bêtes. Il ne faut bien sûr pas annoncer le diagnostic de façon indirecte. Donc ça, c'est à tout membre de la famille, donc au téléphone. Bien sûr, le médecin n'a pas à vous appeler pour vous annoncer le diagnostic et encore moins vos enfants au téléphone. Et surtout, là où il faut être vigilant, c'est qu'il ne faut pas chercher à leurrer sa famille en donnant des espérances qui seraient vaines. Par exemple, en voulant être rassurant, en disant qu'un jour, ça sera fini. Il y a certains handicaps qui ne se finiront jamais. Il y a des pathologies qui durent toute la vie. Et ce serait pas forcément une bonne idée que de faire croire à nos enfants que non, ça va s'arrêter un jour. On ne doit pas non plus être hyper pessimiste en disant que tout sera grave, mais on a une vision objective. Oui, ton frère ou ta sœur a des difficultés, il en aura pendant longtemps, on peut l'aider à faire en sorte de s'adapter, d'adapter son quotidien pour que ces difficultés soient moins gênantes, mais en tout cas, il y en aura toujours. Finalement, après le diagnostic, il y a la prise en soin. Et les enfants, la fratrie a aussi un rôle dans cette prise en soin. Parce que ça commence par l'annonce du diagnostic qui va du coup remanier tout le projet familial global. Si l'enfant porteur de handicap a des grands frères ou des grandes sœurs, avant son arrivée, avant sa naissance, il y avait déjà un projet familial global. La naissance d'un enfant, peu importe quel enfant d'ailleurs, remanie ce projet familial, mais il est vrai que l'arrivée d'un enfant porteur de handicap remanie davantage ce projet familial parce que l'on doit changer énormément l'attribution de nos ressources, que ce soit en temps, en espace, en monétaire. Et donc, les enfants doivent faire partie de ce projet familial et de ce remaniement. En sachant que le nouveau-né, quand il arrive dans sa fratrie, dans le cas où il a des grands frères ou des grandes sœurs, il doit être accueilli avec ses difficultés, mais également avec ses potentialités. Chaque enfant, peu importe les difficultés qu'il a aussi des potentialités, du potentiel, des choses qu'il arrive à faire, des capacités qu'il réussit à développer. Et réussir à se concentrer également sur ses capacités qu'il développe, ses capacités en émergence, va pouvoir à la famille de remanier ce projet familial global avec les potentialités
de ce nouveau frère ou de cette nouvelle sœur. Cet enfant qui est porteur de handicap doit faire partie du projet familial, ne doit pas en être le centre. Chaque frère ou sœur doit faire partie du projet familial. L'enfant porteur du handicap ne doit pas être le centre parce qu'il doit développer son propre projet au cours de sa vie. Alors, je suis d'accord, hein, il ne va pas le développer à ses 2 ans, il doit le développer tout au long de sa vie, mais pour pouvoir développer son propre projet, que ce soit avec ou sans sa famille, bien sûr avec l'accompagnement de professionnels, il faut qu'il fasse partie du projet familial tout autant que ses frères et sœurs. En sachant que si toutes les ressources familiales sont dirigées vers cet enfant qui est porteur de handicap, donc c'est-à-dire l'argent, le temps, l'espace, tout le soin, la scolarité, l'épanouissement des autres enfants risque d'être mis à mal. Alors, je suis d'accord qu'on n'a pas forcément le choix, parce que la prise en soin en France et dans d'autres pays, elle coûte cher, même si on peut être aidé. En tout cas, donc on ne peut pas forcément y faire quelque chose. Nos ressources sont dirigées vers notre enfant qui est porteur de handicap. Il faut être à l'écoute des sentiments que ça va éveiller chez nos autres enfants. Il va y avoir parfois des sentiments de rage, des sentiments d'injustice, de solitude, de rejet, de jalousie, de culpabilité et surtout beaucoup de honte de ressentir tout ça. Cette fratrie, elle sait que son frère ou sa sœur est porteur de handicap. Elle le sait, elle le comprend, elle a grandi avec. Pour autant, ils sont parfois, eux, mis à l'écart, ils ont parfois et doivent renoncer à certaines choses par rapport à cela, et ça peut créer ce sentiment d'injustice, de solitude, et comme je disais, beaucoup de honte de ressentir ça. Pour éviter que ce sentiment de honte soit trop grand, il faut vraiment laisser cet espace de parole. Ils ont le droit de ressentir ces sentiments, c'est normal, la situation les pousse à ressentir ça, il n'y a pas de mal, on l'entend, et les laisser s'exprimer sur ce sujet. Ça va être important de comprendre, de reconnaître et surtout de ne pas les empêcher de ressentir ça. En fait, on ne peut pas s'empêcher de ressentir des choses. Les émotions que l'on ressent, on les ressent qu'on le veuille ou non. Et c'est ça qui va être important, c'est de les laisser exprimer ces émotions-là. En sachant que la compréhension et la conscience du handicap, elle n'est acquise qu'entre 6 et 10 ans, lorsque votre enfant va pouvoir comparer avec les autres enfants de son école ou de son groupe d'amis. C'est-à-dire qu'avant les 10 ans, on considère que les frères et sœurs ne comprennent pas vraiment ou n'ont pas vraiment conscience déjà de ce que c'est un handicap et surtout de tout ce que ça implique. Donc, c'est sûr qu'à 10 ans, ce qui est en plus, bien sûr, l'entrée dans l'adolescence, on va avoir un gros chamboulement émotionnel où à la fois, il va y avoir leur propre changement, leur propre développement et ensuite la conscience du handicap et de ce que ça implique. Et ce gros bouleversement émotionnel, il va devoir être accompagné, mais surtout accueilli où on écoute, on comprend et on laisse exprimer. Maintenant, on peut s'interroger sur comment on va les impliquer dans l'accompagnement. Déjà, on va essayer au maximum de respecter leur espace et leur temps qui sont nécessaires pour leur épanouissement. Chaque enfant a parfois besoin d'un temps seul, par exemple, un besoin d'un temps, j'ai envie de dire, de ressourcement pour se ressourcer. On va respecter ça. Donc, ils ont l'école, ils doivent aider à la maison, ils ont leurs tâches ménagères, par exemple, que l'on leur a confiées, ils ont leurs loisirs. S'ils ont besoin de 10 à 15 minutes tout seuls, on essaye de leur accorder au maximum. Je sais bien que c'est un essai, hein, c'est dans l'idéal. En tout cas, on essaye vraiment de respecter leur espace et leur temps. Le temps qui est consacré pour leurs devoirs, par exemple, c'est le temps qui est consacré pour leurs devoirs. On essaye vraiment d'essayer au maximum de répartir nos ressources de temps pour que chaque enfant puisse en avoir nécessaire. Ils ont besoin de plus de temps pour leurs devoirs, ils prennent plus de temps pour leurs devoirs. On peut aussi leur poser, donc ça c'est en fonction de l'âge, mais leur poser directement aussi la question de comment ils souhaitent s'impliquer. Qu'est-ce qu'ils aimeraient faire? Est-ce que tu as envie d'aider ton frère ou ta sœur? Comment tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? On leur pose la question directement. Et ensuite, bien sûr, nous, en tant qu'adultes, on ajuste. On ajuste en fonction de ce qui est raisonnable, ce qui est acceptable, ce qui est faisable. Et bien sûr, en faisant en sorte qu'ils ne s'épuisent pas non plus en voulant essayer d'aider son frère ou sa sœur. Il faut aussi leur laisser l'occasion de ne pas être parfaits. Ce sont des enfants qui, souvent, en ayant un frère ou une sœur en situation de handicap, vont essayer de tout faire pour ne pas faire de vagues. Avec un peu cette réflexion de mes parents sont déjà beaucoup pris à cause du handicap de mon frère ou de ma sœur.
Donc, il ne faut pas trop que je fasse de vagues, il ne faut pas trop que je pose de problèmes, il ne faut pas trop que je fasse ci. Et donc, vont essayer d'être cet enfant parfait qui ne pose pas de problème. Il faut leur laisser l'occasion de ne pas être parfait, de faire des bêtises, comme tout enfant. Ils vont avoir le besoin ils vont avoir le droit d'être maternés aussi, d'avoir besoin d'être tristes, besoin de câlins, besoin de ce temps avec chacun des parents et besoin d'être soutenus aussi. Parce que c'est pas que vous le faites pas, mais ces enfants vont avoir tendance parfois à ne pas le demander pour ne pas déranger. Bien sûr, c'est des statistiques, hein, c'est pas tous les enfants qui réagissent comme ça, mais la majorité vont avoir cette tendance à ne pas vouloir être remarqués, ne pas vouloir prendre de place. Et nous, en tant qu'adultes, il va falloir qu'on la leur donne, même si ils vont rechigner à la prendre. Ça va être important aussi de faire une séparation des tâches, des tâches quotidiennes qui reviennent aux parents. Il n'y a que les parents qui peuvent faire ça et ce n'est pas le problème des enfants. Et des tâches où ils peuvent vous aider, s'ils le souhaitent. Donc, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure de quelle implication ils veulent, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. On va pouvoir en discuter là. Et ça peut être intéressant, par exemple, pour certains enfants qui sont très visuels, de mettre en place un tableau avec les tâches que les parents peuvent faire. Il n'y a que les parents qui peuvent le faire, donc on ne s'en préoccupe pas. Et celles où, par contre, ils peuvent aider. Et bien sûr, on accepte leur refus s'il survient. Ils ont le droit de refuser de participer, par exemple, à certaines tâches de la prise en soin. Je ne parle pas, bien sûr, là, du tâche quotidienne. Hein. Je parle vraiment d'implication au niveau de la prise en soin de leur frère ou de leur sœur. Ils ont le droit de refuser. Ça peut être difficile en tant que parent, mais c'est un processus d'acceptation. On peut respecter leur refus. Après, vous n'êtes pas obligé d'accepter leur refus dans l'aide des tâches ménagères, bien sûr. Je parle vraiment de la prise en soin de leur frère ou de leur sœur. Comment on peut gérer les interactions dans la famille, du coup? Ce qui va être important, c'est qu'il faut laisser le lien fraternel se créer en dehors du lien parental. Il faut que les enfants puissent se découvrir les uns les autres sans que vous soyez là. Donc, il faut les laisser jouer. Vous pouvez bien sûr laisser des jouets adaptés à disposition, mais les enfants savent très bien jouer entre eux de toute façon, sans nous, et d'ailleurs sans jouer aussi. C'est important de les laisser se disputer également pour créer leur propre schéma de quand je fais quelque chose de mal, comment je me fais pardonner, comme je l'expliquais au tout début, ce schéma relationnel, ce prototype du lien social, il faut qu'il se crée. Donc, on les laisse construire la relation qu'ils souhaitent. On les laisse jouer ensemble, on les laisse se disputer, on les laisse se réconcilier. Bien sûr, on intervient en tant que parent quand on voit que ça va trop loin, on ne les laisse pas se battre non plus, mais en tout cas, on les laisse explorer la relation sociale, on les laisse explorer ce qu'ils veulent développer. Et bien sûr, comme je disais toujours, on est toujours à l'écoute des sentiments exprimés, même s'ils ne sont pas faciles, même si ce n'est pas facile en tant que parent d'entendre tout cela. On est à l'écoute de ces sentiments. C'est des enfants qui ressentent beaucoup de honte parce qu'ils sont pas toujours, ils n'ont pas toujours des émotions qu'ils jugent comme positives. Ils ne sont pas toujours contents, ils ne sont pas toujours joyeux. Comme je disais, il y a de la jalousie parfois. Oui, je sais, mon frère et ma sœur est en situation de handicap, mais en même temps, moi aussi, j'aimerais pouvoir avoir un peu plus d'attention. Oui, je sais, mais en même temps, moi, personne ne me comprend. Oui, je sais, mais en même temps, moi aussi, j'aimerais ça, ça, ça. Et après, bien sûr, de la honte d'avoir ressenti tout ça alors qu'ils savent que leur frère ou leur sœur n'y est pour rien. Et ce mélange d'émotions, il faut vraiment qu'il y ait un espace. Je sais que je me répète plusieurs fois sur ça, mais c'est parce que c'est vraiment très important qu'ils aient le droit d'exprimer leurs émotions, même si ce n'est pas facile à entendre. Ce qui va être difficile aussi à gérer, c'est le regard des autres. On est, je pense, bien placé pour savoir que c'est un regard qui n'est pas facile à gérer en tout cas. Comment on va les accompagner? Déjà, ça va être important que, en tant qu'adulte, dans les lieux qui sont hors du foyer, donc c'est-à-dire que ce soit l'école, tout ce qui va être centre aéré, les crèches en fonction de l'âge, tous les lieux qui ne sont pas chez vous en tout cas, les adultes ne doivent pas identifier toute la fratrie comme un ensemble, mais identifier chacun des enfants. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire les frères et sœurs de Nathalie. On va dire Jordan, Nathalie et Patricia. On va chercher vraiment à les individualiser pour que la fratrie ne soit pas que les frères ou la sœur de cet enfant qui est porteur de handicap. C'est le frère de Nathalie, certes, mais il n'est pas que ça. Il est aussi un individu à part entière et il faut bien qu'en dehors du foyer, il soit reconnu comme individu à part entière. Pour qu'au bout d'un moment, ça les permette de chacun vivre sa propre vie avec ses propres projets, mais bien sûr, en prenant en compte ses frères et sœurs.
Et c'est important également qu'à l'école, ou au centre aéré, dans tous ces lieux-là, il n'y ait pas d'injonction de s'occuper de son frère ou de sa sœur. Bien sûr, ils ont le droit de jouer entre eux s'ils le veulent. Ils ont le droit, bien sûr, de chercher à les surveiller s'ils le veulent, mais toujours en rappelant que la responsabilité de s'occuper du frère ou de la sœur, ça revient aux adultes qui sont responsables dans ce lieu-là. Par exemple, dans l'école, c'est à la maîtresse de Nathalie, pour reprendre l'exemple que je disais, qui doit s'occuper de Nathalie. C'est pas à son frère de 10 ans qui doit s'en occuper à l'école. Et c'est important vraiment de nous ne pas lâcher cette position pour que chaque enfant puisse se développer de manière la plus adéquate possible dans ces lieux-là. Toujours, bien sûr, le regard des autres, être à l'écoute des sentiments. Ça va être difficile pour certains enfants, surtout, j'ai envie de dire, au moment après 10 ans, quand ils vont vraiment se rendre compte de ce que c'est que le handicap et de tout ce que ça implique. Le regard des autres, s'il est bien sûr accompagné de moqueries, de jugements, j'ai envie même de dire de harcèlement, il faut être à l'écoute de tout ça, être à l'écoute pour savoir ce que l'enfant ressent, ce qu'il vit, lui expliquer ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, et surtout ce qui est interdit par la loi. Et c'est pour ça qu'il sera important, plus, j'ai envie de dire, que dans d'autres fratries, de faire une prévention contre le harcèlement. Ce que c'est que le harcèlement, ce que c'est la discrimination, et à partir de quand on dépasse quelque chose qui est punissable, en tout cas, ce qui est hors la loi. Ça va être important parce que il va y avoir plein de situations où ça ne sera pas forcément le cas, des situations où ça le sera, mais en tout cas qu'ils sachent que ce qu'ils vivent, ce n'est pas normal. Ils n'ont pas le droit de subir du harcèlement, peu importe la situation. Et donc, ça sera important vraiment de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et sur ce qu'ils vivent. Et donc, finalement, quelle place pour ses frères et sœurs? Comme je vous le disais, c'est des enfants qui vont chercher parfois à ne pas prendre trop de place. Il y a certains enfants qui vont se cacher pour pleurer, qui vont taire leurs pensées, qui ne vont pas oser poser leurs questions, qui vont se mettre au service de leur famille pour aider, mais qui ne vont pas du tout exprimer finalement leur personnalité. Il va falloir essayer de leur donner une place. Une place qu'on peut leur donner, en tant que professionnel de santé, par exemple, moi, une place que je pourrais donner à ces enfants-là, c'est une place d'expert. Les frères et sœurs se connaissent. D'ailleurs, ils grandissent ensemble et parfois, ils ont des connaissances même que les parents n'ont pas. On peut leur donner cette place d'expert avec des connaissances qui sont précieuses, qui doivent être valorisées et intégrées avec du personnel, avec celle du personnel socio-éducatif médical. C'est-à-dire qu'on peut faire une réunion, par exemple, avec les parents, l'éducateur, l'orthophoniste, la psychomotricienne. Les frères et sœurs vont être une source incroyable d'informations sur leur frère ou leur sœur. Avec, par exemple, non, mais en fait, il adore jouer à ça. Ah non, mais en fait, nous deux, on fait ci. Nous deux, on fait ça. Quand il est avec moi, il fait ci. Quand il est avec moi, il fait ça. Puisque la relation frère-sœur, c'est le prototype du lien social, c'est là que tout le développement de la socialisation, le développement des interactions sociales, de la communication va aussi beaucoup se jouer. C'est pas rare, par exemple, qu'on voit des frères et sœurs qui disent oui, mais avec moi, il joue à ça, alors qu'avec tous les adultes, cet enfant ne le fait pas. Donc vraiment, on peut leur donner, s'ils le souhaitent, bien sûr, ça c'est un choix qu'on va leur donner. Ils peuvent jouer ce rôle d'expert. Moi, je connais mon frère ou ma sœur et je peux vous donner des informations. Ça peut être un rôle qui est valorisant pour eux et qui à la fois les place en tant que frères et sœurs. Et cette fois-ci, ils ne se cachent pas. Au contraire, je vais faire un dernier point sur comment agir lors de l'hospitalisation. Donc, c'est une situation qui n'est pas facile déjà pour nous, parents. On a tendance, bien sûr, à être envahi de nos propres émotions, qui sont rarement des émotions très positives. On est envahi aussi parce qu'on a plein de choses à faire à ce moment-là, à gérer. Et bien sûr, on a très peur. Nos enfants, à ce moment-là, aussi ont très peur. Tout le monde a très peur. Ce qui va être important, ça va être de penser au fait que ces enfants peuvent se sentir oubliés et souvent exclus et très impuissants lors de l'hospitalisation. Se sentent oubliés, pourquoi? Parce que forcément, avec l'hospitalisation qui est très effrayante, on se centre sur cet enfant. Peu importe d'ailleurs, parce que l'hospitalisation peut concerner un enfant qui n'est pas porteur de handicap, bien sûr. En tout cas, ils peuvent se sentir oubliés. Ils peuvent se sentir également exclus. Si depuis le début, ils participent à la prise en soin, ils font en sorte d'aider, ils sont vraiment investis, là, dans l'hospitalisation, ils ne peuvent plus rien faire. Et donc, il y a ce sentiment d'impuissance et d'exclusion qui va être très fort en disant « mais moi, d'habitude, je fais quelque chose, maintenant, je ne peux rien faire ». Finalement, le même sentiment d'impuissance que nous, adultes, on ressent quand notre enfant est hospitalisé et qu'on doit attendre. Et c'est un sentiment qui est très difficile, auquel on ne peut rien faire sur le moment, mais en tout cas,
que l'on peut entendre et qu'on peut partager, d'ailleurs en étant aussi honnête avec ses propres sentiments, en disant « Je comprends que ce soit dur pour toi, moi aussi je me sens impuissant ». Il ne faut pas avoir peur aussi de partager ses émotions avec nos enfants en disant « Mais moi aussi j'ai peur, moi aussi ». Et bien sûr, on se veut rassurant en ne mentant pas, mais en disant « Mais t'inquiète pas, il est avec des médecins, les médecins font tout. » Les médecins s'occupent, ça se passera bien parce qu'avec des médecins, par exemple, en rassurant sur le contexte médical, en rassurant qu'on prend soin de la personne, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Mais on ne cache pas, par exemple, notre peur. Dire à un enfant qu'on n'a pas peur alors qu'en fait on est terrorisé, l'enfant va se dire « Ok, donc on doit cacher ses émotions et faire semblant ». Ça peut être intéressant, quand l'hospitalisation est plutôt longue, de permettre aux enfants de se retrouver durant ce temps-là. Si les enfants ont l'habitude de jouer ensemble, par exemple, ben, essayez de les laisser jouer durant l'hospitalisation. Alors, on est d'accord, hein, selon l'hospitalisation, on ne peut pas les laisser jouer de la même façon. Mais par exemple, en apportant des jouets auxquels ils aiment jouer ensemble. Admettons, vos deux petits frères qui adorent jouer aux voitures ensemble. Quand on va rendre visite, eh ben, on prend les voitures et on va les laisser jouer ensemble. En fait, on va les laisser retrouver ce lien qui va manquer à l'un et à l'autre, d'ailleurs, durant l'hospitalisation. Bien sûr, je dis ça, c'est dans la mesure du possible. J'ai bien conscience que selon l'hospitalisation et pourquoi on ne peut pas forcément se permettre de mettre ça en place, c'est bien sûr à avoir au cas par cas. Bien sûr, on ne leur ment pas durant l'hospitalisation. On ne fait pas croire que le petit frère ou la petite sœur est parti chez mamie ou papy. On ne fait pas croire que c'est juste pour faire des examens. Les enfants ressentent nos émotions. Ils savent très bien que nous, on est très effrayés. Si on est très effrayés, ce n'est pas juste parce qu'il est chez papy ou mamie. Et surtout que le jour où il apprendra qu'on a menti, ça sera encore plus dur à gérer. Donc, pareil que pour le diagnostic, on dit la vérité. Bien sûr, on n'est pas obligé de tout dire. On ne rentre pas forcément dans tous les détails, surtout ceux qui seraient très difficiles à expliquer. On ne rentre pas, par exemple, dans le détail d'une opération que nous-mêmes, finalement, on n'aurait pas eu envie de savoir. Mais on dit la vérité. Et ensuite, on leur laisse de la place pour leurs questions, pour leurs interrogations, pour leurs émotions. Ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Pourquoi pas, d'ailleurs, essayer de voir lors de cette hospitalisation s'il n'y a pas un professionnel de santé qui serait disponible pour pouvoir répondre à leurs questions diverses et variées. Je sais qu'en fonction de l'âge, on peut même avoir des livres adaptés aux enfants avec, par exemple, mon petit frère est hospitalisé. Enfin, on peut avoir des petits livres comme ça adaptés aux âges qu'on pourrait, par exemple, avoir et mettre à disposition de ses enfants. On les tient au courant, on leur explique tout au cours de l'hospitalisation. Si elle est longue, on ne leur dit pas juste un truc au début puis à la fin. On essaye au fur et à mesure, dès qu'on a des nouvelles, de dire « Ah, ben, j'ai eu des nouvelles de ta petite sœur, ben voilà, elle va bien, elle s'est réveillée. » Ou « Ah, ben voilà, on est allé la voir, rien n'avait changé. » On essaye de les tenir au courant pour leur faire garder cette participation qu'ils avaient déjà au quotidien. Et bien sûr, on reste ouvert encore et toujours sur ses propres émotions. Donc le but, ça sera à vous en tant qu'adulte d'être OK avec vos émotions. Vous avez peur, vous avez le droit d'avoir peur. Ça ne sert à rien de le cacher et de faire semblant. Et d'ailleurs, vos enfants ont peur aussi. Et si tout le monde le reconnaît, on aura d'autant moins peur. Parce que si nous, en tant que parents, on n'ose pas dire qu'on a peur, les enfants vont se dire « Oula, ils ont peur et ils ne le disent pas, du coup, moi non plus, il ne faut pas que je le dise. » Donc finalement, ils vont garder leur émotion au fond d'eux et ça va faire un peu un effet cocotte-minute tout le long de l'hospitalisation et vous allez vous retrouver avec énormément de pleurs et ça va être très très dur à gérer parce qu'ils ne vont pas réussir à gérer cette intensité émotionnelle qui va être très très compliquée pour eux. Alors, j'en ai fini là pour cette présentation. Je vous propose que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on passe sur un temps de partage, d'échange où je peux revenir éventuellement sur certaines diapos si vous voulez revenir sur la diapo. Voilà. Bon, déjà, merci beaucoup. Hein, c'était super intéressant. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent prendre la parole, s'ils ont des questions, ou par le chat. Je ne sais pas comment vous voulez faire. Bon, du coup, je vais attaquer moi avec la première question. Moi, c'est un truc qui m'angoisse. Bon, c'est un peu particulier, mais c'est l'épilepsie. Bon, on y a été confronté très récemment en plus avec une crise. Donc, pour nous, c'est extrêmement choquant. Mais mon angoisse, c'est que du coup, ça se passe devant eux, quoi. Et ça, je ne sais pas comment le gérer. Est-ce qu'il faut l'anticiper, leur parler avant de ce qui peut se passer?
ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas en parler particulièrement, parce que si ça n'arrive pas, ça n'arrivera pas, ils n'y seront pas confrontés, quoi. Alors, je pense que dans ce cas-là, le souci, c'est que vous ne pouvez pas prévoir s'ils y seront confrontés ou pas. Donc, on peut essayer de leur en parler. Alors ça, je pense que la meilleure façon d'en parler, ça serait avec un professionnel de santé qui va pouvoir leur expliquer ce que c'est, alors, médicalement parlant, bien sûr en étant adapté à l'âge, hein, bien sûr, enfin, toujours avoir cette adaptation du discours, avec vraiment voilà ce que c'est une crise d'épilepsie et pourquoi ça se passe. En leur expliquant que ça peut arriver, comme ça peut ne pas arriver, mais qu'en tout cas, c'est pas impossible. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi, par exemple, de leur faire, comme je veux dire, une mise en application de si un jour ils sont là et qu'ils constatent ça, ce qu'ils doivent faire. Par exemple, si ta petite sœur, un jour, elle a une crise d'épilepsie, comme on t'a expliqué à quoi ça correspond, nanani, nanana, ce que tu dois faire, c'est vite aller chercher maman, vite, par exemple, en fonction de l'âge, hein, ça pourrait être tu mets en PLS, t'appelles les pompiers, par exemple pour les enfants qui seraient plus grands. Ou ça peut être vite, tu cours vite chercher maman, tu cours vite chercher papa, tu cries à l'aide, et vraiment leur faire comme une conduite à tenir en cas si ça arrive. Comme ça, ils se sentent prêts, parce que si finalement on ne les tient pas au courant, on ne leur explique pas que c'est possible, et surtout qu'on ne leur dise pas quoi faire le jour où ça arrive, s'ils en sont témoins, ils vont se sentir déjà paralysés par la peur, parce que c'est vrai qu'une crise d'épilepsie, ça peut être très violent à voir, surtout quand on est enfant, mais surtout se sentir hyper impuissant, voir tout le monde courir autour de soi et pas savoir quoi faire. Ça peut être aussi s'il y a, enfin, du coup, je sais pour vous parce que je connais votre famille, mais vu que vous avez deux frères, ça peut être, par exemple, on prévient les parents et une fois que les parents sont là, nous, par exemple, on va attendre dans la chambre que tout se finisse. Si, par exemple, on ne veut pas les confronter à cette vision-là. Ouais, d'accord. Ok, merci. Alors, du coup, ça se fait par le chat. Alors, on a une question d'Aurélie qui nous dit, merci déjà pour votre intervention, et qui nous demande s'il y a des étapes d'acceptation, comme par exemple pour le deuil. Oui. Alors, il y a différentes étapes de l'acceptation. Ce qui va être un peu plus particulier par rapport au deuil, c'est que ça va beaucoup revenir, faire des allers-retours en fonction de l'âge, en fonction de ce que les enfants vivent. Il va y avoir, pas trop petits, mais plutôt quand ils seront plus grands, alors déjà beaucoup de colère, avec de l'injustice. Pourquoi ça arrive à ma famille? Pourquoi ça arrive à mon frère ou ma sœur? Pourquoi nous, finalement, de l'injustice? Il va y avoir aussi finalement la même étape de marchandage avec mais j'aurais préféré que ça m'arrive à moi plutôt qu'à lui ou plutôt qu'à elle. J'aurais préféré que ça arrive à quelqu'un d'autre, cette étape de marchandage-là. Il va y avoir ensuite beaucoup de tristesse aussi, à des moments hyper tristes en se disant, ben voilà, c'est hyper triste, on va jamais s'en sortir, avec beaucoup de peur. Et des périodes d'acceptation, on va dire, bon, finalement, on est tous très forts, on y arrive, on développe des bonnes relations familiales. Ça va être beaucoup en cycle finalement. On va pouvoir accepter la situation du handicap, mais parfois en n'acceptant pas les conséquences du handicap. Je ne sais pas si je suis très claire dans la distinction des deux. On peut avoir par exemple accepté que son frère ou sa sœur était dans une situation de handicap, mais tout de même avoir du mal avec certaines conséquences. Ne jamais accepter, par exemple, qu'il y ait de la discrimination. Ne jamais accepter, par exemple, que notre frère ou notre sœur, il ne va pas forcément avoir cet emploi-là qu'il aurait aimé avoir parce qu'il ne peut pas y avoir accès. Donc, il va y avoir beaucoup d'allers-retours entre ces différentes étapes, avec à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, peut-être à de nouveau de la colère. À chaque fois que notre frère ou notre sœur va se retrouver dans une situation, si je prends l'exemple de la discrimination, la colère elle va revenir à ce moment-là. C'est toujours injuste, finalement, de vivre ça. Et donc, il va y avoir différentes étapes qu'on va pouvoir accompagner, mais avec beaucoup d'allers-retours. En sachant que souvent, dans les situations de handicap, donc là, ça va vraiment dépendre, bien sûr, du handicap et ou de la pathologie, mais il va y avoir une évolution. Ça peut arriver, par exemple, que pour prendre l'exemple des crises d'épilepsie dont on a parlé, ça peut arriver qu'il y en ait à des moments, qu'il n'y en ait pas, puis qu'il y en ait à nouveau. Et finalement, quand il y en a à nouveau, ça nous fait faire un retour en arrière sur les étapes qu'on avait déjà avancées. Donc voilà, il y a des petits allers-retours dans ces différentes étapes d'acceptation. Ouais, qui sont en fait les mêmes que chez nous. C'est ça.
Bon, merci beaucoup. Il y a Delphine aussi qui voulait poser une question, je crois, mais je sais pas Oui. le... J'ai mis une question, ça serait plus par rapport à l'avenir en fait. Moi, mais donc c'est ma plus jeune qui a la maladie Paxin et mes deux plus grands donc ont 8 et 11 ans et mon aîné surtout se pose beaucoup de questions sur l'avenir, s'interroge sur qui s'occupera de sa petite sœur quand nous, les parents, nous serons âgés, voire morts, et qui s'interroge, qui se demande, qui réfléchit à des solutions. Il m'a déjà dit qu'il prévoyait avec sa deuxième sœur d'acheter une maison ensemble pour prendre la plus jeune avec eux et s'en occuper avec leurs conjoints respectifs. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ces questions sans aborder un thème qu'on n'aborde jamais normalement avec des enfants de cet âge, à savoir l'avenir après le décès des parents? Alors, cette question de l'avenir après le décès des parents, finalement, elle n'est pas si anodine que ça chez les enfants et on se pose souvent la question, mais finalement, j'ai envie de dire, on a tendance à l'éluder ou on passe vite à autre chose. Là, c'est-à-dire qu'ils ont un sujet vraiment de réflexion. Moi, je vois pas forcément de contre-indication à en parler. En parler, par exemple, de solutions qui existent vraiment. Par exemple, il peut y avoir, je sais pas, des institutions qui s'en occupent. Par exemple, parler des institutions qui existent, par exemple les MAS. Je sais pas si le MAS est forcément adapté, bien sûr, en fonction de votre fille plus tard quand elle sera grande, ce sera compliqué à dire, mais on peut parler des différentes solutions qui existent déjà. Comment les personnes qui sont dans cette situation aujourd'hui le vivent, comment c'est possible, comment on fait, et vraiment répondre à ces questions aussi avec tout ce que l'on peut savoir, en sachant bien sûr que d'ici par exemple 30-40 ans, on ne sait pas ce qui existera aussi, il y aura peut-être de nouvelles solutions que l'on ne connaît pas, et j'espère d'ailleurs qu'il y aura de nouvelles solutions qu'on ne connaît pas, qui seront beaucoup plus efficaces que les nôtres aussi. Mais peut-être les accompagner en disant, mais il y a des solutions, faut pas se faire de soucis. Si vous souhaitez, en tant qu'adulte, bien sûr, vous occuper de votre sœur, ça sera votre choix et vous êtes libre de choisir ça. Mais il y a également d'autres solutions. Vous êtes encore enfant aujourd'hui, vous n'êtes pas dans l'obligation de choisir aujourd'hui. C'est gentil d'y penser et on peut aussi valoriser ça. C'est de l'altruisme qui commence à naître aussi dans leur personnalité et c'est une bonne chose en leur expliquant qu'il y a des solutions. Et toujours, comme je disais auparavant, en leur faisant un état des lieux des solutions qui existent. D'accord, merci. Et pour rejoindre ce que je disais aussi sur le diagnostic, en disant qu'il ne faut pas leur donner de faux espoirs, comme vous dites, on aborde un sujet délicat de quand les parents ne seront plus là. Leur dire mais non, mais ça n'arrivera pas, par exemple, ce ne serait pas forcément une bonne chose parce qu'ils le savent que ça arrivera, ce sera compliqué à... En fait, ils se sentiront comme si leurs questions, ils ne peuvent pas les poser. Donc, c'est important de dire oui, ça peut arriver. Lorsque ça arrive, il y a des solutions qui peuvent être mises en place. Et on les discute de ces différentes solutions qui peuvent être possibles. Alors, on a aussi une autre question par le chat de Laetitia qui nous dit « Merci pour votre intervention. Y a-t-il des étapes… » non, c'est pas ça, excusez-moi. Ça, on l'a déjà posé. Alors, Laetitia, c'était… mes filles de 9 et 11 ans ne me posent pas de questions. Elles n'ont pas l'air de réaliser le handicap de leur frère, bien que nous parlions de la maladie. Que faut-il faire? Alors, donc comme on a vu, entre 9 et 11 ans, c'est quand même assez proche de l'âge de 10 ans où on commence à comprendre. Alors, sachant qu'en psychologie, quand on donne des âges, en fait, c'est un âge moyen. C'est-à-dire qu'on peut commencer un petit peu avant et on peut aussi un petit peu après. Donc, c'est encore dans la tranche d'âge où il y a difficulté de compréhension. Si elles si elles ne posent pas de questions parce qu'elles n'en ont pas besoin, je dirais qu'il faut les laisser sans poser leurs questions. Il faut être disponible pour y répondre. Alors, vous parlez de la maladie, peut-être qu'elles n'ont pas de questions parce qu'en fait, vous en parlez et que vous y répondez en fait finalement avant même qu'elles les posent. Donc, ça peut être ça aussi qu'il faut distinguer. Est-ce qu'elles ne posent pas de questions parce qu'elles ne comprennent pas ou est-ce qu'elles ne posent pas de questions parce que vous y répondez en étant justement très ouvert sur le sujet. Ce que vous pouvez faire, c'est continuer comme vous faites, donc en parler librement. Et comme je l'ai conseillé auparavant, donc laisser cet espace de parole que si elles ont des questions, elles peuvent en poser. Si elles n'en ont pas, elles peuvent ne pas en poser. En sachant bien sûr qu'entre 9 et 11 ans, plus elles vont être confrontées à des milieux scolaires avec des enfants qui n'ont pas de handicap, avec d'autres enfants qui ont d'autres handicaps ou des enfants qui ont le même handicap, c'est là que les enfants vont vraiment commencer. Donc,
entre 9 et 11 ans, ça correspond encore aux âges, j'ai envie de dire, limites de la compréhension. Donc, ce n'est pas hyper inquiétant pour l'instant. En sachant que peut-être que vu que vous en parlez très librement, c'est juste que vous répondez aux questions, donc elle réalise, mais c'est quelque chose qui est naturel. Bon, alors, j'ai pas d'autres Merci. questions. Alors, Merci pour la réponse. moi, j'ai une petite question aussi par rapport du coup, aux frères et sœurs, par rapport à leur relation avec l'extérieur, les copains et tout. Est-ce que, parce que par exemple, il y a des copains qui viennent à la maison, ils vont remarquer qu'il y a une petite différence ou quoi, est-ce qu'il faut leur conseiller d'en parler sur le sujet, de leur dire, de leur expliquer pour désamorcer les choses, ou finalement de ne pas en parler et de vivre leur vie indépendamment de ça, si je puis dire? Alors, il faut... Claire. Oui, j'ai compris la question. Je pense que là, pour le coup, ça sera encore une fois, alors selon l'âge, bien sûr, je sais que je répète ça à chaque fois, mais je pense que c'est important de leur laisser le choix, s'ils veulent en parler avant ou pas. Mais en tout cas, les prévenir qu'il y aura forcément des questions qui vont subvenir, qu'on va leur poser des questions sur ça. C'est sûr que s'ils invitent des copains à la maison, par exemple, et qu'ils voient un frère ou une sœur en situation de handicap, ça peut amener à des questions. Et en tout cas, les préparer sur le fait que on n'est pas contre le fait que tu invites des copains à la maison, au contraire, c'est bien. Mais en tout cas, ils risquent de te poser des questions sur ton petit frère ou ta petite sœur. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimerais y répondre? Est-ce que tu veux qu'on y réponde nous? Qu'est-ce qui te met le plus à l'aise? Et voilà, lui demander, lui, comment il aimerait qu'on réagisse. C'est-à-dire, voilà, est-ce que tu veux, toi, y répondre, qu'on te laisse y répondre? Est-ce que tu veux que nous, on y réponde, que nous, on explique? Est-ce que tu veux qu'on ne dise rien? Est-ce que tu veux qu'on dise quelque chose? En le mettant bien sûr entre guillemets en garde sur le fait qu'il y a des questions qui vont venir, que ses copains vont le remarquer et que c'est pas grave d'ailleurs. Mais voilà, comment il veut agir? Est-ce qu'il veut qu'on en parle? Est-ce qu'il veut pas qu'on en parle? On lui laisse aussi le choix parce que c'est ses copains, c'est ses relations sociales et ça sera à lui de voir comment il peut en gérer, sachant que peut-être en fait finalement sans que nous on le sache parce qu'on n'est pas à l'école, qu'il en a déjà parlé finalement à ses amis ou qu'il l'a déjà abordé, ou en sachant que s'ils ont moins de 10 ans, ces enfants-là, peut-être que d'ailleurs ils ne remarqueront même pas le handicap, ou n'en auront pas conscience, ou en auront conscience mais n'y prêteront pas cas comme nous adultes. Oui. C'est ça aussi qu'il faut faire attention, c'est que nous, on voit les situations avec nos yeux d'adultes, avec notre façon de penser adulte. Les enfants n'ont pas ces lunettes-là. Enfin, pas toujours. Ouais. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'en vois pas. Alors, moi, j'ai une petite question, je n'arrive pas à lever la main et voilà. Lorsqu'on a reçu le diagnostic, on nous a, à l'hôpital, hein, on nous a conseillé de revenir 2 jours plus tard en nous expliquant que c'était bien que le diagnostic soit annoncé aux enfants par une personne extérieure, hein. Vous en pensez quoi? Parce que du coup, vous avez dit qu'il faut que les enfants connaissent la personne. Donc, en l'occurrence, dans notre cas, c'était une psychologue et le généticien euh, que nos enfants ne connaissaient pas. Alors, je me suis peut-être mal exprimée, mais il faut qu'il y ait les parents, donc des personnes qu'ils connaissent, donc leurs parents, et un professionnel qu'ils estiment comme compétent, enfin qui a l'air compétent. Je veux dire, c'est qui a l'air compétent, qui soit proche d'eux dans le sens qu'il puisse avoir les mots adaptés, avoir de l'empathie. Ça peut être une personne qui est extérieure, mais en tout cas, tant que la personne est informée, qu'elle peut répondre à toutes les questions, qu'elle est adaptée au niveau de langage, c'est bon. Mais il faut que les parents soient quand même là pour avoir Enfin, c'est bien que les parents soient là pour avoir un support émotionnel à ces enfants-là, qui ne se sentent pas perdus. Merci. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je regarde sur le chat, je n'en vois pas. Bon, mais du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est que tout a été clair. Merci infiniment parce que c'était super intéressant. On a appris plein de choses et je trouve que ça structure bien les choses. Magali? Oui, juste. Voilà. Est-ce est-ce que vous avez des ressources, des livres à conseiller pour les plus grands, en fait? Alors, pour les livres tout court, j'ai trouvé des ressources, mais je ne les ai pas encore lus.
Je n'ai pas voulu vous conseiller des livres que je n'avais pas lus parce que je trouve que c'est ridicule de vous conseiller ça. En revanche, je me suis basée sur énormément d'articles de recherche pour préparer cette présentation. Donc, je pourrais vous envoyer les articles en PDF et j'allais justement rechercher de la littérature et en lire un peu plus que je pourrais passer du coup à Sandra pour qu'elle vous transmette du coup cette petite bibliographie, dont des livres pour les plus grands aussi. Merci. Avec plaisir. Super. Ouais, C'est du juste coup, des que livres pour les enfants et pour les adultes. Ouais. c'est ça. Mais c'est juste qu'il faut faire pour la littérature, on peut trouver un peu de tout et de n'importe quoi. Donc, je préfère les lire avant. En tout cas, me faire un petit avis avant de vous les recommander en mon nom. Super. Mais en tout cas, je peux vous envoyer les PDF si vous voulez des articles que j'ai lus sur le sujet. Il y en a qui sont un peu plus longs, mais ça peut être intéressant. Dedans, il y a aussi de la bibliographie, ce sur quoi ils se sont basés. Ouais, c'est génial. Génial. Bon, ben, merci beaucoup, beaucoup. C'était top. Je crois que tout le monde a apprécié. Vous avez beaucoup de messages de remerciements sur le chat. J'ai essayé d'être claire, mais pas trop... pas donner trop d'informations, parce que par trop d'informations, ça noie. Je pense que vous avez retenu que l'important, c'est de laisser la place aux émotions et de ne pas les empêcher de ressentir, même si c'est des émotions qui ne sont pas faciles pour nous à accepter. C'est-à-dire qu'on a les nôtres aussi et c'est de laisser la place à celle des autres quand on a les nôtres, quoi. Je pense que... Un exercice qui est intéressant avec les enfants à faire en famille, je trouve, qui est bien, c'est le soir de faire ce que j'appelle une météo des émotions. C'est-à-dire qu'on est en famille, par exemple, au moment du repas, et on dit la météo qu'on ressent à l'intérieur. Alors parfois, c'est plus facile pour les enfants de parler en termes de météo, parce que c'est plus facile de dire ah là, c'est le tonnerre, j'ai envie de c'est le tonnerre parce que j'ai envie de tout casser, par exemple, plutôt que de dire je suis en colère. Et donc, tous les soirs, par exemple, on fait la météo des émotions. On dit, ah, ben moi, aujourd'hui, c'était le grand soleil parce que j'ai passé une bonne journée. Ah, moi, aujourd'hui, c'était la pluie parce que j'ai pas arrêté de pleurer, par exemple. Et donc, déjà, ça permet aux parents aussi de montrer aux enfants qu'on peut ressentir des émotions qui sont dites négatives, mais que finalement, ça va quand même, on arrive à gérer. Et ça permet du coup d'avoir un peu cet espace de parole tous les soirs, tous ensemble, où on partage tous nos émotions. Et on n'est pas obligé forcément de développer, hein. On peut juste dire c'était c'était le tonnerre aujourd'hui, mais j'ai pas envie d'en parler. Ok, on n'en parle pas. Mais ça peut être bien pour développer cette discussion autour des émotions en famille. C'est une bonne idée. En sachant que pour les plus grands, je pense que c'est à partir de 8 ans, il me semble, il y a un jeu qui s'appelle Feelings. Donc, je vais peut-être l'écrire dans la conversation. C'est émotion en anglais, hein. Donc, c'est un jeu où il y a des cartes émotions. Il y a vraiment beaucoup d'émotions. Il y a l'émerveillement, la honte, la colère, la peur, l'inquiétude, la gratitude. Enfin, vraiment tout un panel d'émotions importants avec plein de situations. En vrai, on n'est pas obligé d'utiliser ces situations-là forcément, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant déjà pour définir les émotions avec nos enfants. Et ensuite, pour pouvoir dire, mais qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est de la gratitude? Vous voyez? Et c'est un jeu qui est très intéressant pour parler des émotions avec les frères et sœurs. Et puis nous-mêmes aussi dire, ah, mais moi, je ressens ça aujourd'hui. Et voilà, c'est du matériel qui est bien à utiliser. Oui, ben, je sais que vous l'avez essayé avec mon grand et il a beaucoup aimé. Donc, bon, ben, merci encore. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent rajouter quelque chose, mais en tout cas, c'était, je pense que ça a répondu à toutes nos questions de parents sur nos enfants plus globalement et c'était très riche en informations. Donc, merci beaucoup. En sachant que si jamais il y a des questions qui naissent un peu plus tard, au pire, vous pouvez m'envoyer un mail et je peux y répondre par mail sans souci. C'est très gentil. Merci encore. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.